Lors de la dernière séance, nous avions abordé la notion de neutralisation. Et nous avions vu que cette notion consistait en la disparition d'une relation d'opposition entre deux unités phonologiques d'une langue donnée dans un contexte donné. Or, lorsqu'une relation d'opposition disparaît entre deux phonèmes, eh bien, ces deux phonèmes cessent d'être des unités distinctes. Elles finissent par fusionner pour ne former plus qu'une seule unité fonctionnelle. Or, la question que nous avions commencé à nous poser est comment représenter cette nouvelle unité qui est le résultat d'une fusion entre deux phonèmes. Et pour répondre à cette question, nous allons aborder, à partir de maintenant, la notion d'archiphonème. Alors, dans un premier temps, nous allons définir cette nouvelle notion, l'archiphonème donc, puis nous verrons en quoi cette notion d'archiphonème nous amène à revoir, dans un premier temps, la définition du phonème, que jusqu'à présent nous regardions comme étant la plus petite unité autonome de la phonologie. Et nous allons voir que finalement ce n'est peut-être pas le cas. Et dans un deuxième temps, nous allons voir que cette notion nous amène à reparler de la stabilité du signe linguistique. Alors nous allons partir de deux observations qui, comme d'habitude, sont des choses que l'on a déjà vues dans les séances passées. Premièrement, c'est que le phonème n'a pas de valeur phonétique. Ce qui définit le phonème, ce n'est pas sa substance phonétique ou sa réalisation phonétique, c'est uniquement sa place dans un système d'opposition. Donc là, un phonème n'a de valeur que oppositionnelle. Ça, c'est un point important. Ça veut dire que ce n'est qu'un objet qui est défini par des propriétés négatives. Ne pas être autre chose et pas être quelque chose. Et le deuxième point, la deuxième observation, c'est que l'opposition, comme on a pu le voir lors de la dernière séance, peut être neutralisée dans certains contextes. Or, si le phonème n'a de valeur que par opposition et que l'opposition peut être neutralisée, cela signifie que la valeur du phonème peut aussi être amenée à changer en fonction du contexte. Autrement dit, le phonème peut muter en quelque chose d'autre. Mais alors en quoi? Eh bien, c'est là qu'intervient la notion d'archiphonème. L'archiphonème, on va en donner une définition très brève pour le moment, l'archiphonème, c'est l'invariant qui résulte d'une neutralisation. Donc c'est le résultat de cette modification du phonème, de la valeur du phonème, qui se produit lorsque l'on a une neutralisation de l'opposition. Alors, nous allons revoir un cas de neutralisation que nous avions déjà vu, c'est la neutralisation entre les occlusives sourdes et les occlusives sonores, en l'occurrence le P et le B. Nous avions vu lors du dernier cours que le P est la seule de ces deux occlusives à pouvoir apparaître devant une consonne sourde. Donc on a apt, on a obtenir, epsilon, etc. Mais on n'a pas abt, on n'a pas obtenir, etc., etc. Tandis que ailleurs, c'est-à-dire ailleurs que devant une consonne sourde, on peut trouver aussi bien P que B. Et là, on a même des paires minimales. On a rappelé, rablé, plan, blanc, etc. Et donc, on se retrouve avec une distribution particulière qu'on a appelée distribution lacunaire, et dans laquelle on remarque, dans le tableau synthétique que vous avez sous les yeux par exemple, que P et B peuvent apparaître à peu près dans tous les contextes, sauf dans le contexte devant consonne sourde, où seul le son P apparaît. Et alors cette distribution, on l'a vu, nous amène à une neutralisation. Pourquoi? Parce que dans quasiment tous les contextes, on peut avoir des paires minimales fondées sur la commutation entre P et B. Mais dans le contexte où il y a une lacune distributionnelle pour le son B, eh bien on ne pourra jamais construire de paires minimales. Ce qui fait que le son P que l'on observe à cet endroit-là ne s'oppose jamais avec un B. Il y a donc une neutralisation, c'est cela, une neutralisation de l'opposition entre le P et le B dans ce contexte. Donc devant consonne sourde. Donc ça, c'est une neutralisation. Alors, qu'est-ce que cela produit maintenant en termes structurels? Eh bien, on a vu que le phonème était une unité qui avait à la fois une forme et une substance. Alors, on va revoir un petit peu ces deux définitions. La forme du phonème, c'est sa place dans un réseau d'opposition. Donc si on prend par exemple le phonème P, que l'on vient de voir à l'instant, sa forme, c'est d'être opposé à d'autres phonèmes qui ont une base commune. Donc par exemple, c'est d'être opposé au phonème B. C'est d'être aussi opposé au phonème T, qui a pour base commune l'occlusion et le caractère sourd, mais le trait sourd, disons,
mais qui n'a pas le même lieu d'articulation. C'est aussi d'être opposé au phonème f, puis etc., etc. Là, vous avez un schéma. Donc c'est sa place dans ce réseau d'opposition, quelle que soit sa réalisation. Il peut y avoir plusieurs variantes libres du pe, plusieurs variantes contextuelles du pe, peu importe, quelle que soit sa réalisation, il a une certaine place dans un réseau d'opposition qui fait qu'il il reste commutable avec les différents éléments du réseau, quelle que soit sa réalisation. Voilà. Donc ça, c'est pour sa forme. Et sa substance, on l'a vu aussi, c'est toutes les propriétés qui sont à l'intérieur de ce phonème. Donc ce qu'on a appelé les traits. Alors on avait vu qu'il y avait une grande question autour des traits. Comment définir les traits pertinents? Comment savoir s'ils sont articulatoires, acoustiques ou même autres? On ne va pas revenir sur cette question-là. On y reviendra un tout petit peu plus tard, mais très brièvement. Disons que la substance du phonème, ce sont toutes les propriétés phonétiques qui potentiellement permettent de réaliser sa place dans le réseau d'opposition que l'on vient d'introduire. Et ça, c'est sa substance. Donc en l'occurrence, pour le phonème pe, quels sont ces traits pertinents? C'est le fait d'être occlusif. Pourquoi? Parce que si on remplace occlusif par fricatif, on a un fe. C'est le fait d'être bilabial, parce que si on remplace bilabial par alvéolaire, on a un te. Et c'est le fait d'être sourd, parce que si on remplace sourd par sonore, on a un phonème b. Or, à chaque fois, on peut trouver des paires minimales. Première paire minimale, on a le pa et le fa, ce sont deux mots différents. Deuxième paire minimale, on a le pa et le ta, deux mots différents. Puis, troisième paire minimale, le pa et le ba, deux mots différents. Donc, ce sont bien, à chaque fois, des traits pertinents. Donc ça, c'est pour la forme et la substance du phonème. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on a une neutralisation? Eh bien, alors, dans le cas de la neutralisation entre pe et be, en l'occurrence, eh bien, la forme et la substance, bien sûr, changent. C'est-à-dire, on avait, ce que vous avez à gauche du schéma sous les yeux, on avait au départ un réseau d'opposition où le pe et le be formaient deux unités distinctes qui entretenaient une relation d'opposition, qui est ici représentée par un trait qui les relie. Et bien, lorsque l'on a une neutralisation, cette relation d'opposition disparaît. Ça, on l'a vu lors de la dernière séance, c'est parce qu'il n'y a plus de commutation possible. Pourquoi? Je le rappelle, parce que seul le pe s'observe devant des consonnes sourdes, donc dans le contexte, devant des consonnes sourdes. Et donc, si la relation d'opposition disparaît, eh bien le pe et le be, le phonème pe et le phonème be, finissent par ne former plus qu'une seule unité, plus qu'une seule case dans le réseau d'opposition, puisqu'il n'y a plus aucune raison de distinguer ces deux cases-là, puisqu'il n'y a plus de commutation entre les deux. Donc on se retrouve avec un réseau d'opposition où il n'y a non plus 1, 2, 3, 4, 5 commutations possibles, mais 1, 2 commutations possibles. Oui, il faut raisonner en termes de commutation. On a autant de relations d'opposition qu'il y a de commutations. Et autant de cases que l'on peut relier avec ces réseaux d'opposition. Donc ça, c'est pour la modification de la forme de l'unité. Vous voyez que le pe et le be finissent par fusionner pour ne former plus qu'une seule case dans le réseau d'opposition. Maintenant, qu'est-ce qui arrive à la substance? Eh bien, on l'a vu, le pe et le be finissent par ne plus être en opposition dans un contexte donné. Or, quelle était la propriété inhérente à ces deux phonèmes qui permettait leur opposition? Eh bien, c'était le trait pertinent de sonorité. Sonore pour be, sourd pour pe. Alors, quels que soient les termes qu'on emploie, on pourrait parler de plus sourd pour pe et moins sourd pour be, etc. Peu importe. Mais c'est ce trait, cette paire de traits, qui permettait de réaliser l'opposition entre les deux phonèmes. Donc c'était un trait pertinent du moment que pe et be étaient deux phonèmes distincts. Mais lorsqu'une neutralisation intervient, eh bien, pe et be, on l'a vu, finissent par ne plus être des phonèmes distincts puisqu'il n'y a plus de commutation. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le trait sourd ou le trait sonore ne sont plus pertinents. Ils ne permettent plus une opposition, puisqu'il n'y a plus d'opposition entre pe et be. Ils ne sont donc plus pertinents et donc finissent par disparaître. Ils disparaissent de la matrice de traits qui définit la fusion des deux phonèmes pe et be. Autrement dit,
lorsqu'on a une neutralisation, la substance des deux phonèmes qui finissent par fusionner, ou plutôt la substance de la fusion de ces deux phonèmes, est ce qu'il y a de commun entre les deux phonèmes. Et donc, on a moins de traits pertinents. Et c'est cela qu'on appelle l'archiphonème. L'archiphonème, c'est la case qui résulte de la fusion des deux cases que constituaient les deux phonèmes qu'on a fini par neutraliser. Autrement dit, lorsque l'on avait tout à l'heure un pe et un be qui formaient deux cases ou deux positions séparées dans un réseau d'opposition, on a fait donc deux phonèmes. Lorsque ces deux phonèmes sont neutralisés, ou plutôt lorsque la relation d'opposition entre ces deux phonèmes est neutralisée, alors leur position fusionne pour ne former plus qu'une seule position, et le résultat de cette fusion est ce que l'on appelle l'archiphonème. Et cet archiphonème, on le note généralement, classiquement, par une majuscule. Alors, pourquoi une majuscule ? Ça nous vient tout simplement de la logique et des mathématiques, où on note des ensembles par des lettres majuscules. Eh bien, l'archiphonème, c'est un ensemble aussi. Alors, on va le voir, tout simplement, de quoi il est ensemble, mais disons brièvement que c'est un ensemble des phonèmes pe et be. On a fusionné les phonèmes pe et be, et ensemble, ils forment une catégorie, un ensemble plus grand, qu'on va appeler l'archiphonème, et on met une majuscule. Alors en l'occurrence, dans le schéma que vous avez sous les yeux, je l'ai appelé grand P. On aurait pu l'appeler grand B. C'est comme avec les phonèmes, il n'y a aucune substance phonétique. Donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez, du moment qu'il est défini, et du moment que l'opposition avec les phonèmes et avec d'autres archiphonèmes est marquée. Donc on a ici un archiphonème grand P, qui est le résultat de la neutralisation de l'opposition entre les phonèmes P et P. Alors, maintenant on va voir un petit peu plus en détail quelle est la définition de cet archiphonème. Qu'est-ce que c'est par rapport à un phonème ? Alors, première chose, on l'a vu tout à l'heure. L'archiphonème grand P, que l'on a maintenant défini, eh bien, on l'a vu. Il a quoi comme trait pertinent ? Il a le fait d'être occlusif, puisque c'est quelque chose qui permet toujours de l'opposer au F, par exemple, et il a toujours pour trait pertinent d'être bilabial, puisque c'est quelque chose qui permet de l'opposer au T, par exemple, ou au que. Mais il n'a plus de trait pertinent de sonorité ou de surdité. Pourquoi ? Encore une fois, parce que le pe et le be ne sont plus en opposition dans le contexte qui nous intéresse. Et donc, quelle est sa substance ? Quelle est la substance de l'archiphonème grand P ? Eh bien, ce sont toutes les propriétés communes des deux phonèmes qui finissent par fusionner. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et qu'est-ce que c'est que cette substance ? Eh bien, c'est l'intention de l'archiphonème. Vous vous souvenez qu'on avait parlé d'intention et d'extension lorsque l'on parlait de la notion de phonème. L'intention, c'est l'ensemble des propriétés qui sont communes à tous les objets que l'on peut désigner par le phonème ou par l'archiphonème, par une notion quelconque. Donc par exemple, si on reprend l'exemple, j'avais pris l'exemple des chats, il me semble. Eh bien, quelle est l'intention du mot chat ? L'intention du mot chat, ce sont toutes les propriétés qui vont permettre de désigner l'ensemble des chats. Donc par exemple, des oreilles pointues, par exemple des moustaches, par exemple une queue, des griffes acérées. Voilà, bon, toutes ces propriétés qui permettent de désigner chacun des individus qui font partie de l'ensemble des chats. Alors que l'extension, à l'inverse, c'est quoi ? C'est pas un ensemble de propriétés communes à l'ensemble des objets que l'on peut désigner par le mot chat. L'extension, c'est tout simplement l'ensemble des objets que l'on peut désigner comme étant des chats. Maintenant, si on revient sur la notion d'archiphonème et de phonème, l'intention de l'archiphonème grand P, c'est l'ensemble des propriétés qui permettent de désigner l'ensemble des unités que l'on peut rassembler sous l'archiphonème grand P. Et ces unités, c'est quoi ? Eh bien, c'est le phonème P et toutes ses réalisations, le phonème B et toutes ses réalisations. Et donc, quelles sont les propriétés communes au phonème P et à toutes ses réalisations, et au phonème B et à toutes ses réalisations ? Eh bien, c'est la base commune qu'ont ces deux phonèmes, donc occlusif et bilabial. Donc c'est ça l'intention de l'archiphonème grand P.
Et l'extension de l'archiphonème grand P, on vient de le voir, hein, c'est tout simple, c'est l'ensemble des phonèmes dont il est la fusion. Donc en l'occurrence, c'est l'ensemble de phonème P et de phonème B. Et bien sûr de l'ensemble de leur réalisation. Le phonème P étant lui-même un ensemble d'allophones et le phonème B étant lui-même un ensemble d'allophones. Voilà, donc là on vient de voir ce qu'est un archiphonème par rapport à un phonème. En réalité, on peut le résumer de façon assez simple. C'est ce que vous avez sous les yeux. L'archiphonème, si on le définit de par son extension, alors l'archiphonème, c'est la fusion des extensions de deux phonèmes dont il est le résultat de la neutralisation. Et si on part maintenant de l'intention, l'archiphonème, c'est l'intersection des intentions de ces deux mêmes phonèmes. Autrement dit, c'est une règle générale, hein, d'ailleurs qu'on avait commencé à voir implicitement avec la notion de phonème, plus l'intention est petite, plus l'extension est grande. Moins vous avez de propriétés qui définissent votre notion, plus vous pourrez désigner d'objets avec cette notion. Donc l'archiphonème, c'est pas soit l'un soit l'autre, hein. C'est les deux, bien sûr, les deux vont ensemble. Donc la fusion des extensions de deux phonèmes, c'est-à-dire c'est la fusion de deux phonèmes et de toutes leurs réalisations possibles, et l'intersection des intentions de deux phonèmes, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des propriétés, des traits pertinents, qui sont communs à deux phonèmes. C'est ça un archiphonème. Donc d'une certaine manière, c'est un objet plus grand qu'un phonème du point de vue de l'extension, puisqu'il rassemble beaucoup plus de réalisations. Et d'un autre côté, c'est un objet plus petit que le phonème, du point de vue de l'intention cette fois-ci, parce qu'il rassemble moins de traits que le phonème. Alors, maintenant, en pratique, comment on utilise cet archiphonème? Eh bien, c'est pas compliqué. À chaque fois qu'on a une neutralisation, on a un archiphonème. Donc à chaque fois que je suis dans un contexte où une relation d'opposition entre deux phonèmes disparaît, eh bien j'ai une fusion de ces deux phonèmes. Si j'ai une fusion de ces deux phonèmes, c'est que j'ai ici un archiphonème que je dois donc noter comme étant un archiphonème. Donc pour reprendre l'exemple qui nous intéresse avec le pe et le be de tout à l'heure, on a vu qu'il existe une neutralisation devant les consonnes sourdes. Par exemple dans le mot apte, j'ai un pe, mais je ne peux pas avoir de be. Je ne pourrai jamais avoir de be. Le be n'apparaît jamais dans ce contexte, c'est une lacune distributionnelle pour le be. Donc je n'ai aucune commutation possible entre pe et be, donc pas d'opposition. L'opposition existe dans la langue, mais pas dans ce contexte. Et si je n'ai pas d'opposition entre pe et be ici, alors je ne peux pas savoir en réalité lequel des deux phonèmes se trouve devant te. C'est une fusion des deux phonèmes qui se trouvent devant te. C'est un ensemble, une unité qui rassemble ces deux phonèmes, le pe et le be, qui se trouvent devant le te. Et cette nouvelle unité, eh bien, c'est l'archiphonème grand P que l'on vient de définir. Autrement dit, du point de vue phonologique, l'unité qui se trouve ici dans apte entre le a et le te, elle a quoi comme trait pertinent? Elle a d'être occlusif, puisqu'on peut avoir aft, par exemple, donc il y a bien une opposition. C'est d'être aussi bilabial, puisqu'on a vu qu'il pouvait y avoir des relations, qu'il pouvait y avoir une opposition avec le te, toujours dans ce contexte. Alors peut-être pas dans ce mot, mais devant les consonnes sourdes en général. Mais en revanche, on n'a plus le trait de surdité comme trait pertinent. Pourquoi? Parce que le be ne pourra jamais apparaître devant une consonne sourde. Et donc, si la substance de cet objet qui se trouve ici n'est pas bilabial, occlusif et sourd, mais au contraire, bilabial et occlusif seulement, eh bien, c'est que cette unité n'est pas un phonème P. C'est un archiphonème grand P. Autrement dit, un objet qui a une extension plus grande que le phonème et un objet qui a une intention plus petite que le phonème P. Et donc je dois noter cet archiphonème grand P et non le phonème P. Car, il faut bien le comprendre, en réalité je ne sais pas, je ne peux pas savoir s'il s'agit d'un phonème P ou d'un phonème B. Alors là vous me direz, probablement,
Beaucoup d'entre vous me diront, bah si, c'est un phonème P, puisqu'on a la réalisation. À la réalisation, on a un son P. Donc c'est un phonème P. Alors, là, c'est qu'il y a un problème. Alors, deux choses. Première chose, c'est un problème déjà théorique. Il faut bien comprendre, et je l'ai pourtant répété tout le semestre, il faut bien comprendre que un phonème est un objet abstrait. Un phonème n'est pas sa réalisation. Autrement dit, il faut faire la différence entre le phonème P et le son P. Oui, c'est un son P qu'il y a dans apt. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est pas quelque chose qui est entre le B et le P. Non, c'est un son P. Mais ce n'est pas le phonème P. Le phonème P, ce n'est pas une propriété, ce n'est pas un ensemble de propriétés phonétiques. Le phonème P, c'est une position dans un réseau d'opposition. C'est un objet entièrement abstrait. Or, cette unité ici, elle n'a pas la même position que le phonème P. Pourquoi ? On l'a vu tout à l'heure, parce que le phonème P, il a une position qui se définit par rapport au phonème P. Or, dans ce contexte, ici, même si on a un son P, cet objet ne se définit pas par rapport au phonème B, puisqu'on l'a vu, il n'y a plus de commutation. Autrement dit, même si on a la même réalisation, eh bien, on a quand même une neutralisation phonologique, neutralisation d'opposition. Et donc, ce n'est plus le phonème P, c'est un archiphonème grand P. Alors, ce type de neutralisation, où la réalisation de la neutralisation est réalisée par un son qui se trouve ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'est pas propre au contexte de la neutralisation, c'est ce qu'on appelle une neutralisation homophonique. Mais vous allez voir, on va passer à l'autre diapo, et vous allez voir qu'il existe d'autres neutralisations qui, là, ne vous permettront pas de dire « Ah, bah si, c'est le phonème P ». C'est ce qu'on appelle une neutralisation hétérophonique, c'est-à-dire une neutralisation qui est réalisée par un allophone qui est cette fois-ci propre au contexte de neutralisation. C'est-à-dire que l'on ne rencontre pas ailleurs que dans le contexte de neutralisation. Et on va prendre pour cela un exemple du catalan. Alors on verra après dans l'étude de cas un autre exemple en russe, un peu plus en détail. Mais prenons pour le moment cet exemple du catalan. Alors regardez les données que vous avez sous les yeux, vous avez une colonne A, une colonne B, et vous allez voir que dans la colonne A et dans la colonne B, en réalité, pour chaque ligne, on a le même mot, mais avec différentes formes grammaticales. Par exemple, on a para, qui veut dire il s'arrête, ou para, quelque chose comme ça. Je ne parle pas catalan, bien sûr. Il ou elle arrête. Et on a perem, qui veut dire nous arrêtons. Nous stoppons. Peu importe. On a trenta, 30. Trente, 30e. Renta, il ou elle lave. Rentes. Autre forme de il ou elle lave, subjonctif. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il y a plusieurs choses à noter. J'espère que vous les avez repérées vous-même, ou que vous avez repéré au moins quelques-unes. Première chose qui se passe, l'accent change de position. Dans la colonne A, alors, petite parenthèse, ici l'accent, vous voyez, est noté par un accent aigu. Ce n'est pas la convention universelle, enfin ce n'est pas la convention établie dans l'API, mais c'est quelque chose qu'on trouve très souvent, donc ne soyez pas perturbés par ça, ce n'est pas un ton, là c'est bien un accent tonique. Donc l'accent change de position. Dans la colonne A, il est sur la première syllabe, para, trenta, renta, et dans la colonne B, il est sur la dernière syllabe, perem, trentem, rentes. Autre chose qui se passe. En plus de ce déplacement de l'accent, on remarque que la qualité de la voyelle qui était sous accent dans la colonne A change de qualité dans la colonne B. Le A de para devient un schwa, perem. Le E de trenta devient un schwa, trente. Le E de renta devient un schwa aussi, rentes. Ça, c'est ce qu'on appelle une réduction vocalique. On en a déjà parlé avec notamment le bulgare, il me semble. C'est une réduction vocalique, c'est-à-dire un phénomène de lénition qui concerne les voyelles et qui fait que, hors accent, la qualité des voyelles change pour se centraliser, c'est-à-dire pour arriver au centre du triangle vocalique, pour devenir donc ici un schwa. Alors, quel est le rapport avec la neutralisation ? Eh bien, en catalan, cette réduction vocalique, elle est régulière.
Alors, il y a quelques petites exceptions qui concernent des emprunts, on va les mettre de côté. Vous pouvez les voir d'ailleurs dans l'article qui est mentionné juste en dessous, la Mascaro 2016, si ça vous intéresse. Donc, cette réduction vocalique, à part ces quelques emprunts, elle est parfaitement régulière. Et qu'est-ce que cela implique? Eh bien, cela implique que sous accent, on peut trouver un A, on peut trouver un E, on peut trouver un E. Par contre, on ne peut jamais trouver de schwa. Et hors accent, c'est là où c'est intéressant, hors accent, on ne peut jamais trouver de A, jamais trouver de E, jamais trouver de E. Par contre, on trouve des schwa. Alors, si vous en avez besoin, faites un petit tableau avant de poursuivre le cours, faites une pause et faites un petit tableau. Hein. C'est un point important. Ce que vous devriez comprendre avec cette description, c'est que, qu'est-ce que ça signifie? À quoi ça ressemble ce que je viens de raconter? Eh bien, ça ressemble à une distribution complémentaire, sauf qu'elle est un peu plus complexe que d'habitude. Premièrement, si le A apparaît toujours sous accent et que le schwa apparaît jamais sous accent, c'est qu'on a une distribution complémentaire entre A et schwa. Première chose. Donc, il s'agit de la même unité fonctionnelle. Deuxième chose. Si le « est » aussi apparaît toujours sous accent et le schwa jamais sous accent, alors le « est » et le schwa sont en distribution complémentaire. Et donc, il s'agit de la même unité fonctionnelle. Bon, donc, encore une fois. Et enfin, si le « et » apparaît toujours sous accent et le schwa n'apparaît jamais sous accent, alors c'est que, encore une fois, on a une distribution complémentaire et que donc le « et » et le schwa sont la même unité fonctionnelle. Le problème est là. Le problème est là. Le schwa devient la même unité fonctionnelle que le phonème A, que le phonème E et que le phonème E. Mais c'est quoi ça? C'est une neutralisation. C'est une neutralisation. Cela signifie que, en position non accentuée, le A, le E et le E perdent leur opposition. Ils ne finissent par ne plus pouvoir s'opposer, puisqu'on n'a qu'une seule réalisation des trois, hors accent. Et cette réalisation, c'est le schwa. Donc contrairement au cas que l'on a vu juste à l'instant, où la réalisation en contexte de neutralisation était la même que la réalisation de l'un des phonèmes hors contexte de neutralisation, le cas de peu dans apt, et bien ici en contexte de neutralisation, on a une réalisation de ces trois phonèmes qui n'est présente que en contexte de neutralisation. Et c'est ça la neutralisation hétérophonique, c'est-à-dire qu'on utilise un son qui est différent en contexte de neutralisation que par rapport aux autres contextes. Mais c'est quand même une neutralisation. C'est une neutralisation et du coup, quel est le phonème qui est derrière le schwa? Là, vous ne pouvez pas dire c'est un A, puisque phonétiquement, c'est pas un A. Vous ne pouvez pas dire c'est un E, parce que phonétiquement, c'est pas un E. Vous ne pouvez pas dire c'est un E, puisque phonétiquement, ce n'est pas un E. Et vous ne pouvez pas non plus dire c'est un phonème schwa, parce que ce phonème, on l'a vu, cet objet, ce schwa, est en distribution complémentaire avec A, est en distribution complémentaire avec E, et est en distribution complémentaire avec E. Autrement dit, ce n'est pas un phonème séparé, c'est bien une variante des trois. D'où l'importance de la notion d'archiphonème. Cet objet que vous avez en contexte de neutralisation, donc en position ici non accentuée, n'est pas l'un des phonèmes dont l'opposition a été neutralisée. C'est bien une fusion des trois. Donc, si maintenant on aborde la transcription phonologique, dans perem, vous vous souvenez, on avait par et perem, eh bien, on a bien un archiphonème à la place du schwa. Et cet archiphonème, c'est exactement le même que l'on a dans trente, où on avait trente et trente. Donc on avait un « e » dans une autre forme grammaticale, mais c'est bien le même archiphonème. Pourquoi? Parce qu'il y a neutralisation du A et du E hors accent. Et pareil pour, vous vous souvenez, on avait rentes, et là, rentes, alors je crois que c'est un « e », peu importe, je corrigerai peut-être après. On a, encore une fois, un archiphonème, grand A, qui est le même que pour trente et le même que pour perem. Pourquoi? Parce que on n'a pas d'opposition entre A, E et E dans cette position, hors accent. Donc,
la notion d'archiphonème, on ne peut pas s'en passer. Donc dans le cas de apt qu'on a vu tout à l'heure, beaucoup d'entre vous ont une espèce de tendance intuitive à dire « Ah mais si, c'est le phonème P parce que je prononce un P ». Non, parce que le phonème n'est pas un son. Oui, c'est un son P, mais ce n'est pas un phonème P. Pourquoi ce n'est pas un phonème P? Parce qu'il n'y a plus l'opposition entre P et B. S'il n'y a plus l'opposition entre P et B, c'est un archiphonème grand P. Et on peut voir que dans les cas de neutralisation hétérophonique, cette tendance intuitive, elle ne peut même pas fonctionner, puisque ici, la réalisation en contexte de neutralisation est totalement différente de toutes les réalisations des phonèmes qui sont neutralisés hors contexte de neutralisation. Et donc on ne peut pas dire c'est un phonème A, on ne peut pas dire c'est un phonème E, on ne peut pas dire c'est un phonème E. C'est quelque chose qui est la fusion des trois, exactement comme dans apt, c'est en réalité la même situation. Phonétiquement, on a une différence entre neutralisation homophonique et neutralisation hétérophonique, parce qu'il y a cette réalisation qui peut être propre ou non au contexte de neutralisation. Mais structurellement, c'est la même chose, c'est une neutralisation. C'est-à-dire qu'on avait plusieurs phonèmes en dehors de ce contexte, on finit par ne plus avoir qu'une seule unité fonctionnelle dans ce contexte, dans le contexte de neutralisation. Et cette unité fonctionnelle, qui est résultat d'une fusion, eh bien c'est l'archiphonème. Donc ici j'ai mis grand A, encore une fois, pour la parenthèse, j'aurais pu mettre grand E, j'aurais pu mettre grand O, j'aurais pu mettre grand n'importe quoi, ça n'a strictement aucune importance. Ce qui est important ici, c'est que c'est la même unité pour les trois mots que vous avez sous les yeux. Parce qu'il n'y a plus d'opposition possible hors accent entre A, E et E. Bon, j'espère que c'est clair ça. On reviendra dessus dans les cas d'étude avec un exemple du russe. Alors maintenant, on va voir que cette notion d'archiphonème, que l'on vient de définir, eh bien, elle nous amène un petit peu à revoir cette notion de phonème, qui est la notion que l'on aborde déjà depuis le début du semestre. Alors pourquoi? Alors, premièrement, il faut faire une différence entre l'opposition et l'égalité qu'il peut y avoir entre deux unités, pour commencer à aborder le reste. Une opposition, c'est une relation qui implique forcément une inégalité. Donc par exemple, lorsque vous avez une opposition entre les phonèmes P et B, eh bien cela signifie qu'il y a une inégalité entre le phonème P et le phonème B. Ce ne sont pas les mêmes unités, nécessairement. Pour qu'il y ait opposition, il faut forcément que ces unités soient différentes. Autrement dit, l'opposition implique une inégalité. En revanche, l'inverse n'est pas vrai. Une inégalité n'implique pas une opposition. Pourquoi? Eh bien, c'est exactement le cas de l'archiphonème que l'on vient de voir à l'instant. Le phonème P ne s'oppose pas à l'archiphonème grand P, alors qui est noté ici non pas par grand P, j'ai mis P, absence d'opposition B. C'est pareil, c'est grand P. Donc le phonème P ne s'oppose pas à l'archiphonème grand P. Pourquoi? Parce que l'archiphonème grand P est le résultat de la fusion de P et de B. Il n'y a pas d'opposition entre les deux, il n'y a pas de commutation entre le phonème P et l'archiphonème grand P qui est le résultat de sa fusion avec un autre phonème, bien entendu. Et pourtant, ces deux unités ne sont pas égales. On l'a vu tout à l'heure. Parce que leur extension n'est pas la même et parce que leur intention n'est pas la même. L'extension de P, c'est l'ensemble des allophones de P. L'extension de grand P, c'est l'ensemble des allophones de P et l'ensemble des allophones de B. L'intention de P, c'est bilabial, occlusif et sourd. L'intention de grand P, c'est bilabial, occlusif. Par contre, le très sourd ne rentre pas dedans. Donc ce ne sont pas les mêmes unités, même s'il n'y a pas d'opposition. Et c'est là qu'intervient un petit problème. Cela signifie que on est obligé de dire qu'on a deux unités phonologiques ici. Le phonème P et l'archiphonème grand P, et pourtant ces deux unités ne sont pas opposées. Or, est-ce qu'il est pertinent de maintenir deux unités différentes lorsqu'elles ne sont pas opposées? Eh bien, tout ce qu'on a vu depuis le début du semestre, c'est quand même que les unités en phonologie ne sont pertinentes que lorsqu'elles sont commutables. C'est ce qui nous a permis d'évacuer un petit peu toutes les variations phonétiques possibles d'une langue. Autrement dit, deux sons ne sont pas pertinents sur le plan linguistique, sur le plan phonologique, lorsque ces derniers ne commutent pas. Autrement dit, lorsqu'il s'agit de deux variantes d'une même unité fonctionnelle. Et donc, seules les unités commutables sont pertinentes.
Mais si le phonème P et l'archiphonème grand P ne sont pas commutables, c'est ce que l'on vient de voir à l'instant, on ne peut pas avoir de paire minimale fondée sur apte avec un archiphonème et puis apte avec un phonème P, puisqu'on l'a vu, le phonème P ne peut pas se rencontrer dans ce contexte-là. Le son peut, oui, pas le phonème, puisque pour ça, il faudrait qu'il y ait une commutation avec B, ce qui n'est pas le cas. Eh bien, qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, on est obligé de dire qu'ils ne peuvent pas être simultanément pertinents. Autrement dit, si on a deux objets, le phonème et l'archiphonème, qui sont des objets différents, mais qui ne sont pas commutables, eh bien c'est que normalement il s'agit de la même notion. On devrait avoir une seule notion, et pas deux unités phonologiques, mais une seule. Puisque, je le rappelle, le principe de la phonologie, c'est l'opposition. Ce qui permet de définir les unités phonologiques, c'est l'opposition. Alors, comment dépasser ce problème? On l'a vu tout à l'heure, on ne peut pas dire que l'archiphonème grand P, c'est un phonème P. C'est pas possible. Puisque cet archiphonème n'a pas la même intention et n'a pas la même extension. Il n'a pas la même place dans un réseau d'opposition. Autrement dit, l'archiphonème, c'est une notion qui est nécessaire à la représentation des signifiants dans lesquels on a une neutralisation entre deux phonèmes. Du coup, si l'archiphonème est nécessaire, peut-être que le phonème, lui, ne l'est pas. Eh bien, c'est la conclusion à laquelle on devrait normalement arriver. Le phonème, si l'archiphonème est une notion nécessaire, eh bien, c'est que le phonème, finalement, n'est peut-être pas une notion nécessaire. S'il n'est pas opposé à l'archiphonème, donc dans le cas qui nous intéresse ici, dans notre exemple, si le phonème P n'est pas opposé à l'archiphonème grand P, eh bien, c'est peut-être que le phonème P n'est pas un objet pertinent. Mais alors, qu'est-ce que c'est si ce n'est pas un objet pertinent? Eh bien, c'est là qu'intervient encore une fois cette notion d'intention que l'on a vue tout à l'heure. On a vu que l'archiphonème, il a une intention qui est plus petite que l'intention du phonème. Puisque son extension est plus grande, plus large, alors son intention est nécessairement plus petite. Or, qu'est-ce qui est plus petit que le phonème? On l'a vu au début du semestre, eh bien c'est le trait. C'est le trait. On a vu que le trait, c'était une unité phonologique non autonome, plus petite que le phonème, alors que le phonème était considéré jusque-là comme la plus petite unité phonologique autonome, cette fois-ci, qui était composable donc en unités plus petites encore, mais non autonomes, les traits. Or, si l'archiphonème est quelque chose de plus petit que le phonème, c'est un ensemble de traits plus petits, voire parfois ça peut être un trait. Et l'archiphonème, à la différence du trait, est une unité autonome, puisque l'archiphonème peut se rencontrer seul dans une position. Il n'a pas besoin de s'associer à d'autres archiphonèmes. Donc il peut exister seul dans un segment, dans une position donnée. Donc c'est une unité autonome. Eh bien, si l'archiphonème est une unité plus petite que le phonème, elle-même autonome, on en arrive à l'hypothèse que le phonème est en réalité une unité complexe. Au lieu d'être la plus petite autonome, pardon, il manque un mot. Au lieu d'être la plus petite unité autonome de la phonologie, il s'agit en réalité d'une unité complexe de la phonologie. Une unité complexe qui est le résultat de la combinaison de plusieurs archiphonèmes. Autrement dit, plusieurs paquets de traits qui sont eux-mêmes autonomes. Ça, c'est une hypothèse que l'on peut faire et qui permet de régler ce problème de la pertinence simultanée du phonème et de l'archiphonème. Et c'est quelque chose qu'on a déjà vu en réalité lorsqu'on a parlé des traits. C'est la théorie des éléments, ou théorie des particules, on a plusieurs noms, qui existe et qui consistait, vous vous souvenez, à dire que finalement les phonèmes c'est peut-être des combinaisons des phonèmes non marqués. Or, qu'est-ce que c'est que les phonèmes non marqués, les phonèmes I, A, OU? Eh bien, ce sont des archiphonèmes. Ce sont des paquets de traits qui sont plus petits que le paquet de traits que compose le phonème E, que le paquet de traits que compose le phonème O, etc., etc. Et donc on en arrive à cette idée-là que je ne pourrais pas évoquer plus en détail. Pour ceux qui feront un master à Orléans, on reverra ça probablement. Mais voilà, c'est cette hypothèse-là à laquelle on arrive. Donc
L'archiphonème, finalement, n'est pas une unité accessoire de la phonologie. C'est pas une unité qu'on rajoute pour parler d'une neutralisation qui arrive dans quelques cas. Non, en réalité, c'est l'unité centrale de la phonologie. C'est l'unité minimale, ce qu'on appelle une primitive phonologique, c'est-à-dire une notion de la phonologie que l'on ne peut pas réduire à une autre notion. Et à l'inverse, le phonème devient, dans ce cas, une unité complexe, une unité dérivée que l'on peut définir à partir de la notion d'archiphonème. Autrement dit, la relation entre le phonème et l'archiphonème, elle n'est pas exactement celle qui pourrait paraître plus intuitivement, qui pourrait paraître plus intuitive. C'est-à-dire, je pense que la plupart des gens auront tendance à penser, bien sûr, la plupart des gens qui suivent ce cours, auront tendance à penser que l'archiphonème, c'est un paquet de phonèmes. Non, en réalité, c'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est le phonème qui constitue un paquet d'archiphonèmes. Alors bien sûr, on ne parle pas de la même chose. Lorsque je dis que l'archiphonème est un paquet de phonèmes, je parle du point de vue de l'extension. L'archiphonème a une extension qui regroupe les extensions de plusieurs phonèmes. Mais si on parle de l'intention, alors c'est l'inverse. C'est le phonème qui est un paquet d'archiphonèmes. Autrement dit, l'intention du phonème est la fusion des intentions de plusieurs archiphonèmes, donc de plusieurs intentions plus petites. Donc ça, c'est le premier point auquel nous amène, la première réflexion théorique à laquelle nous amène la notion d'archiphonème. Et on va voir maintenant le deuxième point, qui est l'instabilité ou la stabilité du signe linguistique. Alors ça, je vais en parler que très brièvement, et on reverra tous ces points en détail lors de la prochaine séance, où on parlera notamment de ce qu'on appelle la résolubilité de la neutralisation. Alors, la stabilité du signe, ou stabilité du morphème, vous vous souvenez que le morphème, c'est la plus petite unité signifiante, donc c'est le plus petit signe possible. Donc, cette stabilité du morphème, c'est quelque chose qui est fondamental dans la théorie linguistique structuraliste, et ça consiste à dire que le signe linguistique, c'est l'association d'un signifié et d'un signifiant, et que cette association est une équivalence en termes logiques. Autrement dit, d'un point de vue très concret, lorsque vous pensez à un chat, automatiquement, lorsque vous avez l'idée du chat en tête, automatiquement, c'est le mot chat qui ressort. Et lorsque vous entendez le mot chat, automatiquement, c'est l'idée d'un chat que vous avez en tête. Autrement dit que l'idée de chat implique le signifiant chat, et le signifiant chat, inversement, implique l'idée de chat. Donc c'est une équivalence, c'est une implication dans les deux sens. Donc on a une équivalence entre le signifié et le signifiant, ou ce qu'on appelle aussi le contenu et l'expression, et ça c'est quelque chose qui garantit la stabilité du signe. C'est-à-dire que ça garantit le fait que l'idée de chat, elle n'est pas le lundi associée au signifiant chat, le mardi associé au signifiant côte, le mercredi associé au signifiant cat, etc., etc. On ne change pas de signifiant tous les jours, on ne change pas de signifiant toutes les heures, etc. Non, le signifiant reste stable, parce qu'il existe cette relation d'équivalence. Or, cette notion de neutralisation, maintenant, elle nous amène nécessairement à revoir cette question de la stabilité. Et à voir que finalement, il y a des cas où le signe ne semble pas être stable. Et ça, c'est un problème, parce que ça va à l'encontre de la théorie que l'on a établie jusqu'à présent. Alors voyons un cas concret. Par exemple, vous avez deux mots en français. Un mot distingué, c'est un verbe, distinguer, où vous avez un suffixe « et », le suffixe de l'infinitif, et puis une racine, distingue. Et vous avez un adjectif, distinct, qui est le féminin de distinct, et dans distinct, vous n'avez pas véritablement de suffixe. On a une apparition de consonne, mais qui n'est pas propre, en réalité. Cette apparition de consonne n'est pas propre au féminin. Autrement dit, le « ct » que l'on a à la fin de distinct, c'est pas quelque chose qui marque le féminin. Pour le féminin de petit, vous ne direz pas petict, vous aurez petite. Pour le féminin de blanc, vous n'aurez pas blanct, vous aurez blanche. Autrement dit, la consonne fait partie du lexème, du morphème qui précède, et non pas du féminin. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que, dans distinguer, ma racine, distingue,
se termine par un G, par un phonème G. Dans distinct, j'ai la même racine, j'ai la même idée. Les deux, distingue et distinct, les deux sont reliés à la même idée. Je pense que tout le monde fait le rapprochement entre les deux, même si on a un verbe et un adjectif, bien sûr. Donc, dans distinct, j'ai un que, dans distingue, j'ai un G. Alors, est-ce que le que et le G sont deux variantes d'un même phonème? Première question. Non. Non, on a des tas de paires minimales en français, par exemple le goût, le goût, et le coup. C'est une paire minimale. Donc ça veut dire que le que et le G sont bien deux phonèmes distincts. Alors, maintenant, la question c'est où est-ce qu'on trouve le que et le G? Eh bien, c'est comme le peu et le be de tout à l'heure. On a dit que cette distribution que l'on a vue depuis la dernière séance, elle ne concerne pas que le peu et le be, elle concerne toutes les occlusives. Le G et le que, on peut les rencontrer quasiment dans tous les contextes, sauf devant une consonne sourde. Devant une consonne sourde, on ne rencontre jamais le G. Par contre, on peut rencontrer le que. Or, dans distinct, où est-ce qu'il se trouve le que? Le que, il se trouve devant un te. Autrement dit, ce que l'on a dans distinct, c'est pas vraiment un phonème que. C'est le résultat d'une neutralisation entre le phonème que et le phonème G. Autrement dit, c'est un objet qui contient l'intention commune au phonème que et au phonème G. Ce n'est donc ni que ni G. C'est un archiphonème. L'archiphonème qu'on va noter, par exemple, grand K, on aurait pu mettre grand G, peu importe, mettons grand K. Ok. Sauf que, si, on l'a vu tout à l'heure, le phonème et l'archiphonème sont deux unités qui, bien que non opposées, sont différentes. Eh bien, ça signifie que l'on a ici deux signifiants possibles pour le même signifié. Donc le signifié, qui représente l'idée de distinction, eh bien, implique parfois le signifiant distingue avec un phonème G, parfois le signifiant distinct avec un archiphonème grand K. Ça, c'est un problème. Ça veut dire que le signe n'est pas stable, puisqu'on n'a pas l'association d'un signifié et d'un signifiant, mais l'association d'un signifié avec plusieurs signifiants. Et ça, c'est un peu problématique. Ça, c'est un peu problématique, et ce problème est le résultat direct de cette notion de neutralisation que l'on a vue jusqu'à présent, et notamment de l'archiphonème. Puisque l'archiphonème n'est pas la même chose que le phonème, alors on se retrouve dans des situations où on a plusieurs signifiants à l'intérieur d'un même signe. Et lors de la prochaine séance, nous verrons qu'en réalité, ce problème, on peut le dépasser en rajoutant un principe qui est un principe qui ne concerne pas que la phonologie, qui concerne toutes les sciences, qu'on appelle le principe de généralisation. Donc on verra la prochaine fois. Donc pour résumer cette séance, ce que nous avons vu, c'est que le résultat d'une neutralisation, c'est une unité qui rassemble tous les phonèmes dont l'opposition qu'ils entretenaient a été neutralisée. Et cet archiphonème, c'est, du point de vue de l'extension, la fusion des extensions des deux phonèmes ou plus neutralisés, et du point de vue de l'intention, c'est l'intersection des intentions des deux phonèmes, ou plus encore une fois, qui ont été neutralisés. On a vu que cet archiphonème est une primitive phonologique, c'est-à-dire un objet autonome, phonologique autonome, que l'on ne peut pas réduire à des unités autonomes plus petites, à l'inverse du phonème qui, lui, peut être réduit en plusieurs archiphonèmes. Et enfin, on a vu que cette notion de neutralisation, et l'archiphonème qui est lié à cette notion, nous pose un problème quant à la stabilité du signe linguistique. Je vous laisse poser toutes vos questions sur le forum. Voilà, travaillez bien.